Bonjour à tous, petite vidéo pour vous tourner un point lecture. Et là je vais pouvoir prendre mon temps parce que tout à l'heure il n'y avait plus de batterie. Enfin c'est pas grave. Spy X Family, le tome 2 de Tatsuya Endo. Donc on suit toujours cette famille très atypique, composée d'un espion, d'une tueuse à gages et d'une petite fille qui lit dans les pensées. Donc forcément déjà le tome 1 m'avait fait profondément rire, mais alors le tome 2 il monte en... Voilà, je trouve qu'il est... Le tome 1 c'était vraiment la présentation, là le tome 2 on monte quand même, en termes d'humour surtout, les cases humoristiques, mais mon dieu, je m'amuse profondément en le lisant, parce qu'au final, la mission de l'espion, elle est là mais... Oh, c'est vraiment pour se marier ce manga là, c'est vraiment pour ça, d'autant que là il y a le frère de la tueuse à gages qui apparaît. Franchement, je m'attendais pas à ce, à ce qu'on apprend le concernant, très franchement. Et vu là où ça s'arrête, je me dis, ah, ça inaugure des scènes pleines de rebondissements, de l'humour, pas possible quoi. Et j'ai hâte de voir la suite parce que franchement, on va en apprendre beaucoup. Et ouais, on va rigoler. Je les ai vus tous au furet, mais j'ai dit non, tu attends. En plus, là, avec les aliénages, j'ai explosé le budget, donc non. A Sign of Affection, le tome 2 aussi de Sumo Lishita aux éditions Akata. C'est le fameux manga dont j'avais lu le tome 1, que j'avais plutôt bien aimé, mais que j'avais un petit peu peur que ça finisse en triangle amoureux. Et ben dans ce tome 2, ce n'est pas le cas, pour l'instant en tout cas. Par contre, j'ai trouvé qu'il prenait un tour plutôt surprenant quand même. Parce que Itsuomi, donc ce jeune homme qui a l'air franchement sympathique, au fil du tome, j'ai commencé à me poser des questions concernant, à me demander s'il était aussi génial que ça. Je me suis demandé s'il cachait pas plutôt quelque chose, s'il s'intéressait pas à Yuki pour une raison bien particulière, autre que le fait qu'elle ne parle que la langue des signes. Je sais pas. Il y a un truc qui m'a un peu gênée dans son comportement et du coup j'ai vraiment envie de lire la suite pour ça, pour voir un peu si ce que je pense est vrai. Concernant le meilleur ami de Yuki, enfin son ami d'enfance plutôt, Oshi, il a toujours ce comportement où on a envie de le baffer et en même temps on sent qu'il veille sur elle quand même. Quoi qu'il arrive, il va veiller sur elle. Maintenant il pourrait quand même lui communiquer avec elle de manière beaucoup plus sympa parce que franchement là-dessus on a envie de le frapper. Bref, je suis très curieuse quand même de lire la suite et la couverture du tome 3 est sublime. Après, c'est les éditions Akata, on sait que ce sera jamais classique, voilà. Ils vont jamais nous emmener sur quelque chose de classique. Ensuite, pour la lettre volée et autres enquêtes aux éditions de Lorma, je sais pas si vous verrez bien. Alors, pour ceux qui ne savent pas, voilà, c'est des livres que vous pouvez envoyer sous forme lettre. Vous avez les rabats qui sont là comme ça. C'est toujours aussi magnifique, même sans ça en fait. Personnellement, je n'aurais pas envoyé les livres comme ça, sans enveloppe, honnêtement. C'est une bonne idée, après, j'y pas. Et dedans, vous avez des choses hyper intéressantes quand même. Vous avez déjà une explication sur l'auteur, autour de l'auteur en fait. Et vous avez, c'est pas là, vous avez des petites choses comme ça hyper intéressantes, des choses qui ont été faites autour de l'auteur après son décès, ou même au cours de sa vie. Ici, la particularité, c'est que c'est une maison d'édition normalement qui ne publie que des lettres écrites par l'auteur, des correspondances privées. Là, pour le coup, c'est le 10e ouvrage et exceptionnellement, ils ont publié un recueil de nouvelles de Edgar Allan Poe, puisque Edgar Allan Poe, en fait, était totalement adoré par Charles Baudelaire. D'ailleurs, nous avons les notes de Charles Baudelaire à la fin, que j'ai trouvé hyper intéressantes pour les amoureux des livres et de la lecture et de l'impact que ça a sur le lecteur. C'est hyper instructif. Il m'a permis aussi de comprendre qu'est-ce qui était aussi fascinant chez Edgar Allan Poe, parce que franchement, j'ai lu les 3 nouvelles. La première, je me suis dit, la lettre volée, on dirait un peu un style Sherlock Holmes. Par rapport à l'enquêteur, ça faisait penser à Sherlock Holmes en limite plus impressionnant encore. La deuxième est très mystérieuse. On ne sait pas trop dans quoi on a mis les pieds, mais c'est pas grave. En fait, c'est ça qui est bien avec Edgar Allan Poe. Il nous emmène dans son univers, on ne sait pas exactement
si c'est réel ou pas, enfin réel, ce que je veux dire, si c'est du fantastique ou pas. Je pense que c'est du fantastique, mais il est toujours à la frontière. Il joue avec l'imagination du lecteur et ça marche totalement. J'ai beaucoup aimé. Et sachant que j'ai encore 2 livres illustrés par Benjamin Lacombe de lui, voilà. Je suis fascinée par ce monsieur et merci ma libraire de l'avoir mis en rayon. Il est un peu abîmé malheureusement, voilà, mais ouais, j'ai beaucoup aimé. La dernière nouvelle aussi, en fait c'est un côté très gothique. Et moi j'adore le gothique, donc forcément. Et ceux qui aiment bien Sherlock Holmes, ça devrait vous plaire. Franchement, n'hésitez pas, allez-y. Et je trouve que c'est pas cher au vu du travail éditorial parce que. Enfin. Ouais. Je les aime beaucoup et je me demande si je vais pas acheter tous les livres qui sortent parce que même si c'est des auteurs, je ne suis pas. Je trouve ça hyper fascinant. Il y en a un que ma libraire a lu, et je l'ai lu aussi sur Pessoa. Pessoa est hyper intriguant et en même temps il me fait peur cet auteur, mais ma libraire a mis en rayon ses livres, du coup je médite la question. Le jour où j'aurai envie de lire quelque chose de totalement atypique, je pense que j'irai vers lui. Amari et le bureau des affaires surnaturelles, le tome 1 de Bébé Alston, aux éditions Bayard Jeunesse, que j'avais reçu en service presse grâce à Babelio, que je remercie. L'éditeur aussi évidemment, parce que alors franchement j'ai rarement reçu des services presse de Babelio avec des coffrets comme ça. Voilà, déjà ça fait hyper plaisir. Et alors ce livre là en fait, quand j'ai eu la proposition de service presse, j'ai regardé en me disant ouais ça a l'air chouette, mais pour moi c'était pas le truc de l'année. Honnêtement c'était un truc juste une bonne lecture, détente, sympa. Et ben honnêtement j'étais hyper agréablement surprise puisqu'on suit cette jeune fille dont j'ai oublié le nom. Je l'ai lu un petit moment déjà, donc je vais essayer de retrouver son nom, cette jeune demoiselle. Bah Amari, oui, c'est marqué dessus. Bref, quiche un jour, quiche toujours. Donc Amari, donc son frère a disparu. C'est une jeune fille qui est noire, qui vit dans un quartier pauvre. Il y a des trafics de drogue. Bref, c'est ce qu'on imagine pour les États-Unis. Voilà, en plus ça se passe aux États-Unis aussi. Et jusqu'au jour où elle va recevoir un colis de la part de son frère. Elle va suivre les instructions et elle va vivre un truc assez dingue, mais son frère lui précise que si elle reçoit ça, c'est qu'il lui est arrivé quelque chose de grave, ça c'est sûr, de grave. Que probablement il est mort et qu'il faut qu'elle accepte. Le truc c'est qu'elle est convaincue qu'il est toujours en vie, et ce que j'ai apprécié c'est que le fait qu'elle soit noire, que sa famille soit noire, la disparition de son frère est traitée comme un cas de drogue, il est tombé sur un trafiquant de drogue ou quelque chose, hein. Forcément c'est quelque chose de négatif, la police le traite comme ça d'ailleurs, sauf que elle va être envoyée par son frère dans ce fameux bureau. Ils vont la tester et en fait elle a quelque chose qui lui permet d'intégrer une école cachée, faite de magie forcément, il y a un aspect en rapport avec la magie très complexe, et pas du tout comme on l'imagine, c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Puisqu'en fait, les magiciens dans cet univers-là sont très mal vus. N'importe quel magicien qui est né magicien, qui est découvert comme magicien, est maltraité parce que tous les grands magiciens sont devenus des méchants. Et forcément, Amari va être traitée comme telle, mais ils vont lui laisser le bénéfice du doute parce que sa chance, c'est que son frère était une vedette pas possible dans ce milieu-là. Il était idolâtré, c'était un emprunteur en or, et forcément, ils vont lui dire bon, on va te surveiller, mais voilà, on t'accepte. On verra bien ce que ça donnera. Sachant qu'elle ne connaît rien de cet univers, qu'elle va tout découvrir sur le tas, et que en fait, limite, cet univers-là, elle en a rien à cirer. Ce qu'elle veut, c'est récupérer son frère, savoir ce qui lui est arrivé. Et du coup, bah, elle va quand même se donner à fond là-dedans parce qu'elle va découvrir, elle va apprendre à se connaître au final, à connaître qui elle est réellement et non ce que les gens voient en la regardant. C'est totalement différent. Il y a l'histoire du harcèlement aussi, on voit le harcèlement dont elle est victime quand elle est dans un établissement scolaire classique, mais aussi celui dont elle est victime dans sa nouvelle école, et c'est totalement différent, puisque l'un, voilà, c'est la discrimination des noirs, etc., ce qu'on imagine, et dans l'autre école, c'est pas parce qu'elle est noire, c'est parce qu'elle est magicienne, et la violence des propos qui sont tenus envers elle,
Vous n'en avez aucune idée. C'est la première fois que je vois dans un livre. Déjà, le fait que ce soit un personnage noir, soyons honnêtes, on va pas se le cacher, ça change beaucoup de choses. Dans la construction de l'histoire, dans le ressenti, dans les émotions, dans ce qu'elle vit. Mais alors la discrimination, le harcèlement dont elle est victime, j'ai rarement vu dans un roman jeunesse de ce type que ce soit traité avec autant de justesse et que la violence elle soit là, pas juste mentionnée. Parce qu'habituellement, on va pas se le cacher, c'est juste mentionné rapidement. C'est genre, il est victime de harcèlement, mais tout de suite il va prouver que. Là non, elle a beau prouver que. Enfin, faire en sorte de se faire accepter, elle n'y arrive jamais parce que de toute façon, elle est magicienne. Et même si elle réussit les choses, au contraire, ça renforce le fait qu'elle est une magicienne compétente et que du coup, elle va forcément créer des problèmes. Pour dans la tête des gens, c'est ça. Et ça va se prouver, ça va avoir une incidence sur elle énorme. Et heureusement, elle s'est fait quand même une amie qui est adorable. Je l'adore, son amie. Elle est mignonne comme tout et j'ai hâte de voir comment elle va évoluer parce que déjà là, dans ce tome-là, elle a beaucoup évolué. Il y a la famille Van Helsing, ça c'est la petite référence qui fait sourire et qui fait sourire jusqu'à un certain point. Ce que j'ai apprécié, c'est qu'on n'a pas le triangle d'amis comme on a habituellement. Enfin, on en a un, mais je peux pas en dire trop. Déjà, ça casse le cliché du deux garçons, une fille. Là, c'est deux filles, un garçon, déjà. Et ils sont pas toujours fourrés à trois. C'est ça aussi qui change, ça aide beaucoup. L'univers est hyper intéressant. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont choisir pour la suite, parce que vu les rebondissements qu'il y a eu dedans, je les ai pas vus venir. C'est rare en jeunesse que je les vois pas venir, parce que habituellement, les trucs type Harry Potter et compagnie, on les a tous lus, vus, revus et re-relus. Là, ça change, ça fait du bien, on respire. L'univers choisi est hyper bien fait. Il est complètement loufoque par moments. J'ai adoré ce côté loufoque. Et voilà, je peux que vous le recommander parce que franchement c'est une agréable surprise. Voilà. Ensuite, pardon. On va y arriver. Victor Fleury, L'Empire électrique aux éditions Brajlon dans une superbe version. Je l'ai lu parce que j'espérais le faire dédicacer par Victor Fleury aux Alinales. S'il passe par là, je vais m'excuser de la raison pour laquelle je ne suis pas allée le voir, parce qu'il était disponible honnêtement. C'est parce que je j'ai pas eu assez de recul, je pense, pour savoir ce que j'allais lui dire si j'allais le voir. Parce que j'ai un sentiment très partagé sur le livre. C'est un recueil de nouvelles sur ce fameux empire électrique. Alors on voyage entre France, Afrique, États-Unis. On est donc au 19e siècle uchronique, c'est Napoléon qui règne, Napoléon II si je me souviens bien. Et en fait, dans chaque nouvelle, vous allez avoir des personnages hyper connus dans la culture mondiale. Là, c'est au niveau mondial, je vous assure que c'est mondial. Il y a Sherlock Holmes, il y a Zorro, il y a Frankenstein, Capitaine Nemo, Gavroche, il y en a plein d'autres, je les ai pas tous en tête, et beaucoup de Jules Verne quand même. Bref, pour la première nouvelle déjà, parce que je le savais qu'il y avait des personnages très connus, mais en fait ce que j'aime bien dans la façon dont il a construit chaque nouvelle, c'est qu'il ne présente pas tout de suite le personnage qu'il a choisi. C'est que là par exemple la première, je vais pas vous dire qui c'est, mais quand il le présente, je me suis là à dire bon oui c'est bien, t'es gentil, mais c'est qui ce monsieur? Quand il dit le nom, j'étais là, ouais c'est bon, tu m'as eu. Et c'est ça le principe de ce livre, le côté amusant c'est ça, c'est de se dire quel est le personnage qui va choisir d'utiliser et de transformer au final, parce que autant il y en a certains qui va garder tel quel comme Sherlock Holmes, même si je trouve qu'il l'a rendu limite, je vais pas dire plus brillant, ce serait exagéré, mais il a apporté un truc dans le personnage qui m'a beaucoup plu, que j'ai pas le souvenir d'avoir vu dans les nouvelles d'origine, dans le livre d'origine en tout cas. Frankenstein, il a apporté un truc hyper touchant à ce personnage là aussi. Gavroche et... Alors moi j'ai pas lu, honnêtement, Germinal je connais pas. Donc j'ai qu'une image très vague, très floue de film, voilà, enfin ce genre de choses. Mais ouais, j'ai pas mal aimé cette histoire-là. J'ai pas vu venir la fin de cette nouvelle-là, honnêtement, je l'ai pas vu venir du tout. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Capitaine Nemo, je me souviens plus du tout où il apparaît. Je sais qu'il apparaît, mais enfin, si c'est celle que je pense, j'avais pas cette image-là du Capitaine Nemo.
Pourtant j'ai lu le bouquin quand j'étais au collège, donc ça remonte, je vais le relire, mais du coup ça me permettra voilà. C'est hyper intéressant. J'ai aussi découvert des personnages dont je n'avais pas connaissance du tout, donc je peux le remercier. Ça m'a donné envie aussi de lire d'autres livres, parce qu'en plus autour de la Chine, je crois, il y avait Arsène Lupin. Arsène Lupin, je l'ai adoré. Sa version de Arsène Lupin. Moi j'ai la vision du film hyper voilà, connu. J'ai pas la série avec Omar Sy. Je parle vraiment du film. J'ai cette version-là en tête. Je crois que c'était Romain Duris, si j'ai bon souvenir. Enfin bref, peu importe, c'est une connerie, tant pis. Mais j'ai cette version-là de Arsène Lupin et c'est pas du tout la même dedans. J'ai trouvé... Et en plus, que j'avais un problème en fait, c'est que au début, l'idée de rencontrer ces personnages et se demander qui c'est, ouais, ça amuse, mais au bout d'un moment, comme on le sait, on cherche tout de suite en fait, et on n'a plus toujours cette surprise. Par moments, on l'a, mais d'autres pas. J'ai un truc avec le Baron Samedi, je sais pas si ça a apparu dans un roman ou quelque chose. Quand j'ai tapé ça, j'ai vu que c'était une mythologie, mais après, je sais pas. Si quelqu'un a des infos, je veux bien. Mais le truc important, c'est qu'il faut pas s'arrêter à ça, c'est parce qu'il y a un fil rouge en fait dans ce recueil-là. Il y a un fil rouge et je pensais pas qu'il aurait été traité. Très franchement. Dans des recueils de nouvelles, rarement on a un fil rouge et on le voit pas toujours d'ailleurs. Là, moi, c'est à la fin, j'ai fait non, mais trop bien. Et heureusement, il y a une nouvelle qui est traitée autour de Jack l'Éventreur. Je vous le dis d'office. Généralement, tout ce qui tourne autour de Jack l'Éventreur, ça me saoule parce qu'en steampunk ou uchronie, il y a forcément à un moment donné du Jack l'Éventreur revisité et généralement c'est toujours à peu près le même truc. Là, non, j'ai bien aimé. Honnêtement, j'ai trouvé ça très audacieux et gonflé parce que il fallait déjà voir l'idée. C'est totalement tordu, c'est glauque. Après, c'est Jack l'Éventreur, mais je veux dire, la raison pour laquelle Jack l'Éventreur tue, c'est là où... Ouais, fallait le savoir, ça. Voilà. Mais du coup, il y a un autre livre dans le même univers qu'il a écrit, mais là, c'est un roman. Et du coup, le personnage qui est le fil rouge là-dedans est traité dedans, donc voilà. Mais j'ai ce sentiment de... Bonne idée, mais... Il y a ce mais que j'arrive pas à mettre dessus. Et... En fait, l'idée est extrêmement bonne, je pense que l'auteur s'est éclaté. Sincèrement, ça se ressent d'ailleurs, on sent qu'il s'est amusé. Mais je pense que c'était trop gros. C'est peut-être ça qu'il y a. Il y a trop de... C'est trop long. Peut-être, je sais pas. Peut-être sous forme de roman, ça aurait mieux rendu. Parce que là, en fait, le fait que ce soit des nouvelles, au final, on s'attend pas à ce qu'il y ait un lien, même au niveau temporel. Il y a un lien temporel aussi. Bref. Mais il y a un moment donné où je me suis un petit peu lassée. Pourquoi, je sais pas. Alors que les idées étaient très bonnes. Franchement, je sais pas. À mon avis, je pense que c'est vraiment au niveau de la longueur que ça a joué. Après, voilà. Si quelqu'un a une idée, je suis preneuse. Et le dernier, pareil pour les aliénales. Sandra Moyon, les autres, l'étape 1, le survivant, aux éditions Plume Blanche. Alors je l'ai pas pris avec moi, j'ai bien fait parce qu'en fait les tomes séparés n'existent plus. Maintenant il n'y a que l'intégrale qui est nettement plus jolie que ça. Et quand j'ai choisi de le lire pour les aliénales, dans la dernière semaine qui a précédé, quand j'ai lu la 4ème de couve, parce que j'avais jamais fait attention à la 4ème de couve, je me dis c'est glauque, je suis pas d'humeur à lire quelque chose de glauque, mais je l'ai lu et j'ai été prise totalement dedans. Je l'ai pas lu d'une traite, j'ai lu en 2 fois je crois, donc c'est déjà pas mal, sachant mon pauvre rythme de lecture actuel. Et j'étais fascinée, j'ai voulu lire la suite, parce que déjà, je vous rassure, il n'est pas aussi sanglant que ça. Parce que bon, le principe c'est quand même des hommes qui sont parqués, entre guillemets, ils vivent que normalement, mais s'ils commettent des actes répréhensibles, même le plus petit, ils peuvent être envoyés dans la fosse. Et la fosse, en fait, grosso modo, ils nourrissent ce qu'on appelle les autres. On ne sait pas ce que c'est que les autres. Dans ma tête à moi, c'était des zombies. Parce que vu comme c'est mis dans la 4ème de couve, et je pense qu'on a été nombreux comme ça à penser que c'était des zombies, et ben non, c'est pas des zombies. Je vous le dis d'office. Pour ceux qui auraient peur, rassurez-vous que c'est pas des zombies. Ça reste quand même, voilà, un truc, mais par rapport à la 4ème de couve, j'étais, je vais pas dire déçue, mais je m'attendais à bien pire que ça.
En fait, la violence qui est dedans, elle n'est pas due aux autres, elle est due à la tante du héros. Soen, le héros, en fait, lui, c'est sa tante. Ses parents sont décédés, il était très jeune, il a très peu de souvenirs de ses parents. Et en fait, au début de l'histoire, il est sauvé grâce à un ami de ses parents dont il est très proche, qui lui sauve la mise une nouvelle fois. Et sauf que il lui dit bon, je te sauve la mise, mais par contre tu vas aller dans un établissement pour les délinquants. Il se trouve juste à côté de la fosse. C'est bien une façon de leur dire prochaine étape, c'est là. Et Soen, bon, bah, il est pas hyper content, mais tant pis, voilà, il a merdé, il a merdé. On va découvrir pourquoi il a merdé d'ailleurs au fil des pages. Et honnêtement, ce qui est le plus glaçant là-dedans, c'est même pas les autres, c'est la tante. La tante, en fait, en public, elle est Soen, mon chéri, machin, très mignonne, très gentille et tout ce que vous voulez, de la douceur incarnée. Et dans l'ombre, en fait, dès que tout le monde les portes sont closes, en fait, elle le traite comme un chien, il n'a pas le droit de manger par moment, macérer souvent, on a l'impression. En fait, elle le maltraite totalement. Et le gamin ne parle pas, et la seule personne qu'il sait, c'est son meilleur ami. Son meilleur ami se retrouve coincé entre deux feux, en fait. Parce que d'un sens, il veut l'aider, et en même temps, bah, la tante est tellement machiavélique, elle est d'une intelligence en plus extrême. Dès qu'il s'agit de faire des coups tordus à son neveu, elle est d'une violence et elle est d'une intelligence, mais c'est absolument dégueulasse, quoi. J'étais, comment dirais-je, j'étais effarée en lisant ça, et c'est typiquement le genre de truc où on se rend compte que l'humain peut avoir ce genre de perversion à s'intéresser à l'horreur, en fait. Parce qu'on lit les pages en se disant non mais ça peut pas aller plus loin. Mais on continue à lire en se disant à un moment donné ça va s'arrêter. Qu'est-ce qu'il va faire Swen pour se sortir de cette situation et le pire, c'est même les passages où on souffle un peu, on sent que ça va reprendre. À un moment ou à un autre, ça va reprendre. Et il y a eu un truc que j'ai pas vu venir du tout. Pourtant, s'il y a 2 autres tomes, voilà, c'est qu'il y a forcément une suite, mais je m'attendais pas à ce genre de choses. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre. Autant c'est hyper bien écrit, croyez-moi, on se met à la place de Swen et voilà. J'ai rarement lu un livre sur la violence faite aux enfants aussi bien fait. Parce que il y a eu un livre qui s'appelait que j'avais tenté sur le sujet et je trouvais que la violence faite à l'adolescente en question était pas trop bien représentée. Il y avait 2-3 scènes sur un pavé comme ça et j'ai dit mais non, tu veux traiter de ça, tu le traites, tu vas à fond, tu fais pas semblant quoi. Là non, le gamin, on sait tout ce qu'il subit, mais tout. Je veux dire, c'est la plupart du livre c'est ça. Et voilà, je suis effarée par ce qu'elle a écrit, cette dame. Et pour l'avoir rencontrée, elle est adorable. Et je lui ai dit, la 4e de coup, franchement, je m'attendais tellement à pire. Mais tellement. Et elle m'a dit, je sais, et l'éditrice était là, et ouais. Alors apparemment, sur l'intégrale, j'ai regardé le résumé, il est un peu plus... il est plus juste, voilà. Il est plus juste. Par rapport au contenu. Mais franchement, ouais, je m'attendais pas du tout à aimer. Je le redoutais beaucoup ce livre, parce que moi, tout ce qui est sanglant, voilà, j'en ai lu beaucoup ces derniers temps. Maintenant, je mets des choses plus légères, s'il vous plaît, merci. Mais ouais, franchement, très très bonne surprise. Et je trouve qu'effectivement, alors la couve est quand même bien trouvée sur celui-là, je l'admets, par rapport au danger de la fosse, justement, puisque c'est exactement ce genre de situation qui arrive à un moment donné dans le livre. Mais c'est pas un spoiler du tout. Hein. Mais du coup, j'ai hâte de voir la suite et de comprendre exactement, de voir le monde qu'il y a derrière ce mur en question, parce qu'on va le découvrir. Et qu'apparemment, on nous a bien menti dans le tome 1. De ce que j'ai entreaperçu à la fin du tome 1, je me dis que c'est bien plus complexe qu'on le croit. Mais bon, à voir. Bref. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse ou pas, s'il y en a que vous avez lu, à me donner les infos aussi sur l'Empire électrique, parce que honnêtement là ouais, j'arrive toujours pas à savoir quel est mon problème avec ce livre. Je l'ai aimé, mais pas... Peut-être que mes attentes étaient plus élevées, peut-être, je sais pas. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous avez lu dernièrement, vos derniers achats aussi, pourquoi pas, on sait jamais. Et sur ce, je vous dis à bientôt, au revoir.